OK. Maintenant, quand le contrôleur routier va t'intercepter sur la route, là, hey, il faut être agréable avec cette personne-là. On les accueille avec respect, comme on accueille un ami. OK? Parce que dites-vous que la majorité de ces personnes-là, c'est toutes de très bonnes personnes. Même s'il y en a qui ont l'air bêtes un peu, comme beaucoup de personnes en position de pouvoir. Tu sais, les policiers, douaniers, contrôleurs routiers, il y en a qui ont l'air bêtes. Mais ça ne les empêche pas d'être du bon monde, même si on a l'air bête. Donc, il faut les accueillir avec respect, comme un ami. Puis dites-moi quelque chose aussi, ils sont sur la route pour la même raison que vous autres, effectuer un travail. Et eux, leur travail consiste à s'assurer que tu es en sécurité avec le véhicule dans lequel tu te retrouves. Mais s'assurer aussi que tout le monde est en sécurité quand tu es sur la route avec ce véhicule-là. Donc, il va tout contrôler, c'est son travail. Premièrement, ton permis de conduire, à savoir si tu as les bonnes classes et les bonnes mentions sur ton permis pour conduire le véhicule dans lequel tu te retrouves. Il va vérifier l'immatriculation et l'assurance aussi. Il va regarder si ton NIR est imprimé sur ton véhicule. Tu sais, les numéros qu'on voit sur un véhicule lourd, ça, c'est les numéros du NIR de l'exploitant. Le NIR, ça veut dire numéro d'inscription au registre des propriétaires exploitants de véhicules lourds. Rappelez-vous au début du cours, je vous ai dit que quand vous allez commencer un travail comme conducteur de véhicule lourd, il y a un dossier qui va s'ouvrir à votre nom à la SAHAC. Mais quand votre employeur, quand un employeur a un véhicule lourd sur la route avec un conducteur, lui aussi, il y a un dossier à son nom à la SAC avec des points de pondération. C'est ce qu'on appelle le NIR de l'exploitant. Donc, normalement, les numéros du NIR sont peints sur ton véhicule. Donc, il va vérifier aussi le numéro du NIR. Si jamais tu as un transport hors norme, tu es surdimensionné ou surchargé, tu as quand même le droit de circuler à la condition d'avoir avec toi l'original d'un permis spécial de circulation. Donc, si tu fais un transport hors norme, c'est sûr que le contrôleur va vérifier ton permis spécial et s'assurer que tu respectes toutes les conditions rattachées à ton permis spécial. Il va aussi prendre ton connaissement, autrement dit ton document d'expédition, à savoir d'où tu viens, où tu t'en vas, mais surtout, c'est quoi tu transportes. Si c'est un véhicule loué dans lequel tu te retrouves, ben, ça prend avec toi l'original des contrats de location. Il va vérifier aussi ton logbook, à savoir si tu respectes tes heures de conduite, de travail, à savoir aussi si tu prends tes pauses obligatoires. Plus souvent qu'autrement, il prend notre rapport de vérification avant départ et vérifie toutes les composantes obligatoires à vérifier pour s'assurer que tu n'as pas oublié d'inscrire de défectuosité mineure dans ton rapport, mais surtout pour s'assurer que tu n'es pas sur la route avec une défectuosité majeure, parce que si c'est le cas, ça va te coûter cher. OK. Et il va aussi vérifier l'image de la marchandise, parce que rien ne doit se déplacer ni sur un véhicule lourd, mais non plus dans un véhicule lourd. C'est pas à cause que tu refermes la porte arrière qu'ensuite de ça, sur la route, la marchandise peut se déplacer de gauche à droite. Ça peut te déstabiliser et même provoquer un accident. Donc, il va vérifier et s'assurer que rien ne puisse se déplacer. Si tu fais le transport de matières dangereuses, il va vérifier ton certificat et s'assurer que tu respectes toutes les réglementations. Et quand il va te laisser partir, il va te demander de respecter les règles de la circulation, comme ils nous disent toujours. Maintenant, les postes de contrôle routier, les balances, tu es obligé d'arrêter quand ça clignote sur l'autoroute. OK? Tu es obligé d'arrêter si tu travailles avec un véhicule de 3000 kg ou plus de masse nette, ou si tu travailles avec un véhicule ou ensemble de véhicules de 4500 kg ou plus de PNBV. C'est quoi ça, le PNBV? Ben, premièrement, ça signifie le poids nominal brut du véhicule. Le PNBV d'un véhicule, c'est sa masse nette, son poids, plus sa capacité de charge. C'est ça, le PNBV d'un véhicule lourd. Son poids plus sa capacité de charge. Juste un petit instant, une petite gorgée.
OK, maintenant, quand on parle d'un véhicule de 4500 kg ou plus de PNBB, on ne parle pas nécessairement d'un véhicule. Tu as absolument besoin de la classe 1, 2 ou 3 pour le conduire. Parfois juste avec une classe 5, comme pour conduire une voiture. Tu sais, les cubes, là, les Hino ou les Isuzu, tu as juste besoin d'une classe 5 pour avoir le droit de conduire ce type de véhicule-là. Mais étant donné que leur PNBB est supérieur à 4500 kg, tu es quand même réglementé comme un véhicule lourd sur la route, même si tu as juste besoin de la classe 5. Ce qui veut dire que la vérification avant départ est obligatoire. Le logbook aussi pour justifier ton temps d'une façon quelconque. Et tu dois arrêter au poste de contrôle routier quand ça clignote sur l'autoroute. Les balances. Aussi, s'il arrive quoi que ce soit avec ton permis de conduire, il faut aviser ton employeur le plus rapidement possible. Tu sais, imagine, là, si tu arrêtes une contravention de trop la fin de semaine avec ta voiture, puis tu viens de perdre 15 points d'inaptitude, là, tu es suspendu de ton permis pendant 3 mois. Ben, avise ton patron le plus rapidement possible. Donne-lui une chance de se revirer de bord et de trouver quelqu'un pour te remplacer sur la route. Et si tu fais ça de la bonne façon le plus rapidement possible, il y a des bonnes chances que ton employeur te fasse travailler quand même le temps de ta suspension. Tu sais, les employeurs, ils ne veulent pas perdre un bon employé. Surtout pas un conducteur. Ils sont en manque. Il y a un manque de conducteurs au Québec. Donc, peut-être qu'il va te faire travailler dans le bureau, peut-être dans l'entrepôt. Peut-être que tu vas accompagner un autre conducteur sur la route comme helper, mais il va te faire travailler le temps de ta suspension. Comme ça, tu vas avoir ton chèque de paye à toutes les semaines. Puis quand tu vas récupérer ton permis au bout de 3 mois, ben, tu pourras retourner sur la route. Mais je le répète, il arrive quoi que ce soit avec ton permis, avise ton employeur le plus rapidement possible. Aussi, en cas d'accident, c'est sûr que tu as l'obligation de demeurer sur les lieux. Sinon, c'est un délit de fuite, OK? C'est criminel. Par contre, si l'accident implique seulement des dommages matériels, il n'y a pas personne de blessé, ben, tu peux faire comme tu as l'habitude de faire au volant d'une voiture. Tu peux faire un constat à l'amiable. Donc, autrement dit, tu échanges des informations avec l'autre conducteur pour vos assurances respectives. Par contre, s'il y aurait quelqu'un de blessé ou de décédé, là, tu as l'obligation d'attendre l'arrivée des policiers. Non seulement si tu es impliqué, mais tu es témoin d'un accident où il pourrait y avoir des personnes blessées ou décédées, tu as l'obligation d'arrêter et d'aller t'assurer que personne n'a besoin de ton aide immédiate. Parce que si tu ne le fais pas, puis il y a quelqu'un que ses blessures s'aggravent parce qu'il n'y a pas eu d'aide immédiate, encore une fois, tu pourrais être accusé de négligence criminelle. Parce que c'est comme un refus de porter assistance à une personne en danger. C'est criminel. Et là, je ne parle pas juste là, au volant d'un véhicule lourd. Tu es au volant de ta voiture, au volant d'un autobus, au volant d'un véhicule lourd. Il y a un gros accident devant toi, puis tu n'es pas mal sûr qu'il y a du monde de blessé là-dedans. Mais tu es obligé d'arrêter. OK? Va t'assurer que personne n'a besoin de ton aide immédiate. S'il n'y a pas personne de blessé, tu peux reprendre la route. Si quelqu'un est blessé mais n'a pas besoin de ton aide immédiate, touche-y pas. Laisse-le dans sa voiture, touche-y pas. Tu peux aggraver ses blessures. Et encore une fois, si y a quelqu'un de blessé, t'attends l'arrivée des policiers. Mais quand les policiers vont arriver, si tu n'es pas impliqué dans l'accident, fais-toi ça pas. Ils ne te feront pas perdre ton temps. Ils vont te demander ce que tu as vu, vont prendre tes coordonnées, puis ils vont te laisser partir. Ils savent que tu es au travail. Mais je le répète, t'attends l'arrivée des policiers. OK, là-dessus, prenez votre livre à la fin du chapitre 1. C'est la page 42 de votre livre. On va répondre au petit questionnaire vrai ou faux. Donc, prenez votre livre, page 42. Question numéro 1. Au Québec, le conducteur d'un véhicule lourd est obligé de porter la ceinture de sécurité installée par le constructeur du véhicule. Et c'est vrai. Question 2. Le Code de la sécurité routière oblige le conducteur qui réalise la ronde de sécurité de son véhicule lourd à effectuer une vérification visuelle et auditive et à noter ses observations dans le rapport de ronde de sécurité. C'est vrai aussi. Question 3.
Lorsque les petites signalisations annonçant un poste de contrôle routier clignotent, les conducteurs de camions porteurs de 4500 kg ou plus ne sont pas obligés de s'arrêter à sa poste pour la vérification de leur véhicule et de leurs documents. C'est faux. Tu es obligé d'arrêter même si t'es vide ou même si t'es bobtail quand on parle d'un tracteur classe 1. Donc c'est faux. Question 4. Pendant la période de dégel, il existe une période de restriction de charge propre à chacune des zones de dégel et c'est vrai, comme on a vu, 3 zones différentes. Et question 5. Si un conducteur est impliqué dans un accident, il a l'obligation de demeurer sur les lieux et c'est vrai aussi. Là-dessus, est-ce qu'il y aurait des questions à propos du chapitre 1 à quelqu'un?